Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Serial Vlogger, The Serial Vlogger Eddie, mais également Val Work. Aujourd'hui on va revenir sur Stargate, sur comment on a découvert cette série, qu'est-ce qu'on en pense, C'est beau. etc. Et avant de laisser la parole à Eddie, avec qui on a déjà parlé de Stargate, on va demander directement à Val Work, quand est-ce que tu as découvert pour le coup cette série? Il y a 2 semaines, au moment où t'as percé sur YouTube, en fait. Je me suis dit, ça existait Stargate, mais je connaissais pas. Non, alors Stargate, en fait, à la base, il me semble que dans mes souvenirs, je connais depuis que je suis tout petit. J'ai dû voir le film de d'Emmerich en premier, et quelques temps après, je suis tombé sur les séries télé. Alors, j'ai bien aimé SG1 tout de suite. Enfin, je veux dire, moi, je suis entre guillemets, bon, j'ai 29 ans, donc je suis assez enfant, tu vois, de cette époque-là. Donc, tout ce qui est trilogie du samedi, etc. Voilà, moi, Stargate SG1, je l'ai énormément poncé. Un peu moins fan des dernières saisons avec les Ori. En fait, pour moi, ça s'arrête plus ou moins vers la fin des Réplicateurs, il me semble. Où il y a l'époque de Ball aussi, était sympa. Ouais, toute l'époque où il y avait Ball aussi, etc. C'était, je trouvais qu'il apportait un truc. Je me souviens toujours que t'as, il me semble que c'était Christopher Judge ou je sais plus qui avait dit dans un bonus, on dirait un Playboy qui pourrait faire des pubs pour des caleçons moulants tellement il est beau gosse, le Ball et tout. Ça me faisait marrer parce qu'en fait, c'était exactement ça. Je trouvais qu'il avait un charisme naturel. L'un des plus beaux moments que j'ai passé, moi, de mon enfance et puis depuis que je suis gamin, c'est le jour où Stargate Atlantis est arrivé sur M6. C'était le pilote. Et je me souviens que moi qui faisais un foutoir, mais alors un foutoir total au collège, parce que j'avais rien à foutre, enfin franchement, tu vois, j'écoutais pas, ça m'intéressait pas. C'était la première fois de l'histoire que je me tenais correctement en SVT et en latin, et il faut le vouloir, putain, vu comment on s'emmerde en latin, tu vois, se tenir correctement. Parce que je savais qu'en fait, le soir, il y avait le pilote et il était hors de question que je passe à côté, mais vraiment hors de question que je sois puni cette soirée-là, tu vois. Et je me dis, ça va être un grand moment. Je me souviens qu'il y avait peut-être le final d'un SG1 et ça lançait direct sur les 2 premiers épisodes d'Atlantis. Et alors là, c'était une gifle. Vraiment, Stargate Atlantis, pour moi, dans l'enrichissement culturel, dans les nouveaux personnages que ça t'apporte, dans cet nouvel univers, dans cette nouvelle ambiance, le retour de certains, McKay qui sont là aussi, mais qui se redéveloppent complètement, le John Shepard qui est extraordinaire, qui arrive à être excellent, tout en étant un peu O'Neill, mais pas trop non plus, tu vois. J'ai trouvé ça hors du commun. Robert Patrick qui vient faire le guest sur les 2 premiers, tu te dis putain, t'as Robert Patrick en guest star, c'est quand même ouf, tu vois, parce que pour un pilote, c'est une plus-value énorme. Et ouais, c'est vraiment à partir de là où moi, Atlantis, c'est devenu un rendez-vous énorme, que M6 a coupé ou qui a balancé à minuit ou 1h du matin, je crois. Là où finalement, je les remercie, parce que j'ai acheté des coffrets pour ça, du coup, parce que moi, j'avais pas pu voir la fin, parce que ça passait à des heures pas possibles, je me souviens même plus du programme. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai tous les coffrets de la saison d'Atlantis. Je suis un immense fan d'Atlantis, que je trouve au moins aussi bon, si c'était peut-être même meilleur, même si bon, bah, sans SG1, il n'y aurait jamais eu d'Atlantis, tu vois. Donc, tout est relatif, en fait. Les deux sont excellentes. Mais ouais, j'ai énormément apprécié Stargate SG1 jusqu'au départ de Neil. Ça doit correspondre à peu près à saison 8-9. Et puis, Atlantis, une énorme claque. J'ai grandi, vraiment, c'est peu dire, avec cette trilogie du samedi-là, et avec tout ce que ça m'a donné derrière, où bah, c'était un de mes premiers avec Lost le lendemain sur TF1. Ça a été l'un de mes premiers grands rendez-vous télévisés, tu vois. Et alors du coup, toi Eddie, par exemple, t'as découvert ça au même moment? Moi, j'ai découvert d'abord le film de Roland Emmerich. C'était un truc qui me faisait halluciner parce que j'ai toujours été un petit peu attiré par tout ce qui est, tu sais, mythologie, religieux et tout. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier. Et j'ai toujours été un fan de SF. Quand j'ai vu la bande-annonce de Stargate, où tu vois un Jaffa, le casque du Jaffa, tu sais, en aigle. Il faut absolument que je vois ce film-là. Et après, quand SG1 est arrivé, moi, en plus, j'étais fan de Richard Dean Anderson, que j'adorais en MacGyver. Quand je l'ai vu reprendre le rôle de Jack O'Neill, ben, j'étais super content. Et j'ai bouffé toutes les séries, enfin, toutes les saisons de Stargate. Je me rappelle du vendredi soir, du fameux vendredi soir, où il y a eu le double épisode avec la fin de la saison 7 et le début de la saison 8. Je me rappelle comme si. T'es sûr? Parce que moi, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression Non, que c'était plutôt... t'avais une soirée spéciale, c'était un double épisode, c'était un truc, ils avaient annoncé ça. Moi, D'accord, je, je crois que depuis la semaine d'avant, toi, bon, j'étais plus au collège ouais. parce que. Là, j'avais l'impression que c'était plutôt, par exemple, t'avais les deux premiers épisodes d'un coup comme ça, et que la saison 7 elle s'était terminée genre un an plus tôt, ou un truc comme ça. Et genre, C'est ça. t'avais une semaine saison 8, une autre semaine c'était Stargate Ouais, on Atlantis, et était dans ça la se même, chevauchait un peu comme en ça. termes de diffusion, on était à peu près dans la même continuité. Tout s'est suivi, c'était peut-être pas le même soir, mais tu vois,
le même ensemble c'était les mêmes mois, tu vois, sur le même ensemble de semaines. Pour moi, alors, pour les mêmes raisons, encore une fois, moi, tu vois, après, j'ai commencé à suivre Stargate Atlantis à l'époque où ça passait sur M6. Et après, quand ils ont changé les horaires de diffusion, c'est à ce moment-là que j'ai décroché. Et c'est pour ça même que j'ai pas continué de suivre, parce que j'adorais ce qui se passait, j'adorais ce qui était développé. Mais pour le coup, voilà, donc j'ai beaucoup plus suivi Stargate SG1. Je suivais ça, j'ai fait bouffer ça à toute ma famille. Stargate D'accord. SG1, on Ok. a regardé ça en famille le soir. À un moment, ça passait en semaine, il repassait tous les soirs. Je sais plus, c'était sur W9. À chaque fois que c'est repassé, je les ai re-regardés parce que j'ai Je jamais crois acheté que les ouais, coffrets. W9, NRJ12, ils ont Ouais, torché les séries en rediffusion. Ouais, ça ouais, marche ouais. toujours, hein. Mais même là encore à l'heure actuelle, hein, ça passe encore sur Paris Première et sur une autre chaîne encore. J'ai vu ça la dernière fois. Et à chaque fois que ça passe, tu tombes sur un épisode, même que tu l'as vu 1000 fois, tu es obligé de regarder parce que je sais pas, il y a un truc particulier avec cette série, c'est incroyable. Après, la vraie différence pour vous entre Stargate SG1 et Atlantis, c'est quoi? Vous trouvez qu'il y a une différence de ton, que c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus, Dark, c'était plus sombre, je trouve. plus dark? Ah Toi, tu ouais, trouves ça beaucoup plus bah, dark? les 2 premiers épisodes où tu vois Robert, enfin et encore parce qu'il y en a plein d'autres, mais moi tu vois l'une des saisons que je préfère d'Atlantis, c'est toutes les saisons où alors j'ai un doute, mais je crois que c'est Michael qui devient un peu génétiquement Ouais, c'est modifié Michael. et qui se fait des espèces de créatures de cauchemar. Là, il y a un épisode un peu à la Alien où ils vont dans un vaisseau, il y a des c'est incroyable ça. Enfin moi, mais ça c'est un de mes épisodes préférés parce que tout cet arc-là, je le trouve génial. Tu sais les trucs génétiques, l'espérance de vie des gens, tu les vois vieillir au fur et à mesure. Enfin tu sais, t'as quelque chose de vachement sordide, hein, même dans la hiérarchie race, etc. Et puis Et excuse-moi, mais même physiquement, les Races, ils sont plus ouais. inquiétants que les Goa'uld, parce que les Goa'uld, physiquement, c'est des humains, quoi. Donc Bah tu vois, bizarrement, moi je trouve que SG1, ils ont un peu perdu ce côté sombre qu'ils avaient dans les premières saisons pour aller vers autre chose, et Atlantis l'a récupéré. Mais d'un autre côté, Atlantis, quand ils ont récupéré les réplicateurs, c'est devenu beaucoup moins sombre aussi qu'avant. Je me souviens que dans SG1, le premier épisode des réplicateurs, je crois que c'est dans un sous-marin ou un bateau ou un truc comme ça, la première fois qu'on les voit, bah, j'ai trouvé ça. Enfin, non, non, non. Ouais. Non, la première fois Non, qu'on les voit, c'est dans le vaisseau c'est dans le vaisseau de Thor. de Thor, Il exactement. y a pas un moment où ils sont Après, non, dans un après, tu les vois dans voilà, un ouais, bah sous-marin moi dans c'était l'épisode la d'après, première ouais. fois, bah, j'avais pas dû, tu vois, c'est peut-être là où j'ai commencé à regarder Stargate. Parce que moi, la première fois que je suis tombé sur les réplicateurs, c'était dans un sous-marin, des espèces de petites araignées là et tout, je trouvais ça hyper effrayant, voire même les symbiotes qui sortent du corps, les trucs et tout, moi je trouvais ça flippant quand j'étais gosse, tu vois. Moi, alors je suis pas forcément fan de l'arc des réplicateurs dans Atlantis, mais derrière, quand tu vois l'évolution des races, ou même vis-à-vis de Michael, où là ça part sur des trucs génétiques, forcément, Ford, le lieutenant Ford dans la saison 2, c'est excellent ce qu'ils ont fait du personnage. Et là aussi, c'est hyper glauque. C'est limite plus glauque que les ennemis de base. Donc, tu vois, si t'arrives à un moment donné à changer de cap, mais à garder une ambiance sombre, sans forcément que ce soit les races, ou en tout cas des vestiges de ces créatures-là qui deviennent pires, genre Michael, ses expériences et tout, moi je trouve ça top. L'épisode de fin, même si c'est alternatif quand ils sont à Vegas, c'est une autre interprétation des races aussi, tu vois. Et ça garde ce côté, ouais, c'est génial, moi je trouve ça génial, hein. Non, pour moi, c'est SG1. Pour moi, c'est vraiment Stargate SG1. Je trouve que en fait, cette série-là, plus je la regarde et plus je vois un truc, tu sais, un peu à la Gardien de la Galaxie. Au niveau de l'équipe, il y a un peu, tu vois, ouais, on retrouve un peu les mêmes ingrédients. Et il y a quelque chose qui fonctionne tellement bien dans cette équipe-là, dans cette petite équipe. Enfin, je sais pas, même si j'aime beaucoup Stargate Atlantis pour tout ce que ça raconte et tout ça, je trouve que en fait, ce qui fait toute la saveur de SG1, c'est l'équipe SG1 en fait. C'est eux, c'est ce qu'ils vivent eux, c'est comment ils sont développés, c'est leur motivation aussi parce qu'ils ont des motivations tous un petit peu différentes. Et je trouve que ça perd jamais tellement le cap. Tu sais, t'as par exemple, tu vois, Tilk qui veut se battre contre les faux dieux. Tu as Daniel Jackson, bon, bah, au début, il veut retrouver sa femme, et puis après, il veut aller plus loin de là, comprendre un petit peu le sens de la vie, quand il cherche le truc, tu sais, de l'élévation avec les anciens, tout ça. En fait, il était déjà un petit peu anthropologue, mais là, il va encore plus loin que ça. Il peut pousser ça à l'extrême, parcourir la galaxie pour aller voilà, à la recherche de qui est-ce qu'on est et d'où est-ce qu'on vient. Je trouve ça incroyable. Jack O'Neill, bah, qui essaye au départ, c'est pour faire un peu le deuil de son fils, et puis
derrière ça, en fait, il a un petit côté paternel avec son équipe et ce qu'il n'a pas réussi à faire en protégeant son fils, on sent qu'ils veulent le faire avec son équipe, avec SG1. Et Sam Carter, Sam Carter, elle, c'est la féministe qui veut prouver qu'une femme, elle a aussi sa place dans l'armée, elle a aussi sa place dans des grandes, voilà, dans des grands projets tels que le projet SG. Et donc, je trouve que ça a été bien développé, même après quand on change, hein, même quand O'Neill part, je trouve que ça reste bien pour ceux qui restent. Je trouve que ça reste bien. Moi, franchement, je kiffe. Je trouve ça assez intéressant quand tu dis que tu trouves que ça ressemble à Gardiens de la Galaxie, ce genre de choses, parce que quand j'avais rencontré Joseph Malozzi lors de mon interview, il m'avait dit, bah moi j'ai l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie. En fait, pour moi, SG1, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est justement cette famille, une espèce de relation assez fraternelle entre tous ces personnages. On va avoir par exemple Rocket avec Groot, et puis on aura Peter Quill Ouais, ouais. avec d'autres personnages. Enfin, vraiment. Et même la relation, par exemple, avec Jack et Carter, c'est aussi un peu ce qu'on pourrait retrouver avec Gamora et le personnage de Peter Quill, c'est-à-dire une espèce d'idylle un peu interdite ou ce genre de choses. Jack O'Neill et Sam Carter. Ouais, exactement. Du coup, bah, donc c'est quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui a déjà été fait dans Stargate SG1 et c'est quelque chose qui est vachement repris dans d'autres films et séries après, par la suite. Du coup, toi, Val, t'en penses quoi? Du coup, t'es d'accord avec Eddie? T'es d'accord avec moi? Enfin, Moi, je peux pas aller à l'encontre de ce qu'a dit Eddie. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu SG1, de toute façon, il n'y aurait pas eu Atlantis. Enfin, je veux dire, SG1, c'est tellement marquant, c'est tellement une série culte. Enfin, je veux dire, ça a tellement marqué de génération, même au-delà des personnages. Je veux dire, ne serait-ce que le concept. Alors ça, c'est des concepts qui reviennent du film, mais qui ont été beaucoup plus étudiés, de mêler les différents héritages qu'on pouvait avoir, égyptiens, etc. Toutes les mythologies différentes qu'ils ont encore plus ramenées après, pour le meilleur et pour le pire. Je crois qu'il y avait même un truc avec Excalibur. Enfin, ils sont allés vachement loin, tu vois, là-dedans, hein. Ouais, c'est pas ce que j'ai préféré. Mais enfin, après, moi, je trouve qu'il y avait vraiment, voilà, une telle ambiance en fait. Enfin, chaque épisode, tu vois, tu retrouvais un truc. Avant qu'Atlantis le fasse, c'était quelle planète on va retrouver dans cet épisode? Qu'est-ce qu'ils vont aller explorer? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Quelles aventures ils vont vivre? Et vont-ils, les antagonistes, arriver sur Terre? Puis après, t'as l'arrivée des nouveaux vaisseaux, etc. T'as la découverte avec, comment il s'appelle, le bonhomme vert, là. Je l'adore en plus, lui. Ben oui, Thor. hein? C'est Thor, non? Les Asgardiens, ouais, Thor. Les Asgardiens, voilà, ouais, bon, il est plus gris que vert, mais bon, c'était des personnages. Bah, pareil, ce duo, lui avec Jack O'Neill, il était très drôle parce que bah, c'était le jour et la nuit, tu vois, en termes de caractère, les deux personnages, mais les premières arrivées, elles sont cultes. Donc, ouais, SG1 a tout manœuvré, tu vois. Donc, SG1, c'est vrai que c'est une série quand même qui a marqué son temps et je pense qu'il continue de marquer aujourd'hui et qui est une continuité quasi parfaite de ce qui s'est fait sur le film, même si je suis moins fan des saisons finales. Maintenant, Atlantis, bah. Tu vois, en fait, Atlantis, je trouve que intrinsèquement, si tu les prends individuellement, à l'exception d'O'Neill et Daniel Jackson, parce que qui sont, enfin, c'est vraiment les deux personnages que je préférais dans ce G1, je trouve qu'indépendamment, Atlantis, si tu les prends un par un, les personnages sont plus intéressants. Peut-être pas en entité de groupe, mais McKay, je trouve que son évolution est fantastique pour terminer en couple avec et dont l'alchimie marche tellement bien en plus dans le je t'aime, pourquoi, je sais pas trop, mais en fait on se plaît parce qu'on a rien à voir ensemble, mais ça c'est super. L'évolution de Ford dans le glauque et dans le drame, elle aurait tellement dû être manœuvrée plus, mais elle est hyper intéressante. Je trouve que l'arrivée de Jason Momoa, puis son face-à-face avec Teal'c, c'est là que tu vois que c'est deux trucs qui sont complètement différents, mais ça match vachement bien. Ça aurait pu être un Teal'c bis, mais ils ont fait mieux. John Shepard qui s'émancipe d'O'Neill et qui devient un personnage culte à part entière, c'est dur, parce que tu vois, le remplaçant d'O'Neill dans SG1, pour moi, il y arrive pas. C'est du O'Neill wish, enfin c'est du O'Neill au rabais, tu vois, pour moi, il est pas intéressant. Alors que Shepard, lui, il a un truc... même l'évolution autour de Ware, Beckett, etc. Je trouve qu'indépendamment, si tu les prends, ils ont alors une aventure qui est moins bien développée que dans SG1, ça a duré plus longtemps, puis SG1, voilà, c'était le gros fer de lance. Mais je trouve qu'il y a eu tellement de richesse, en fait, que j'ai pas envie de te dire laquelle je garderais, mais plus... Atlantis, c'est sous-côté, tu vois. Moi, c'est vers ça que j'irais. Ouais. Je pense qu'Atlantis, il y a beaucoup plus de richesse qu'on veut bien le dire. Même si SG1, voilà, c'est la première, c'est la reine-mère, etc., tout ce que tu veux, mais si celle-là, évidemment, elle est indéniable, pour moi, Atlantis, c'est une vraie plus-value. Alors, j'ai pas vu Universe encore, mais c'est une vraie plus-value sous-côté, et je crois que toi, t'étais d'accord pour dire qu'Universe l'était aussi, mais ça s'est arrêté malheureusement beaucoup plus tôt. Univers, c'est malheureusement quelque chose qui
c'est pas terminé comme on disait justement. C'est un peu plus proche de l'univers de Battlestar Galactica par exemple. Enfin, pas l'univers évidemment, pas le lore, tout ça, mais la façon dont c'est filmé, comment c'est y pensé, comment c'est imaginé. On est plus sur des personnages principaux qui au final sont tous des personnages secondaires et tous les personnages secondaires peuvent devenir des personnages principaux. Mais oui, effectivement, c'est une série qui vaut le coup, même si c'est une série qui a aussi ses détracteurs parce que c'est très différent de Stargate SG1 et de Stargate Atlantis, qui sont eux deux ou L2 pour le coup, plutôt deux séries qui sont extrêmement similaires ou extrêmement proches dans la construction, le méchant de la semaine, avec peut-être un fil rouge sur le long de la saison, mais quelque chose d'assez léger comme ça. Je Le trouvais le peuple de méchants à combattre. Atlantis était moins filaire, je trouve. Atlantis, il y a peut-être au fur et à mesure, je trouve qu'Atlantis a une ligne directrice qui est peut-être un petit. Alors, il y a de temps en temps des épisodes de transition, des épisodes, un épisode, une histoire, un épisode, une histoire. Mais j'ai eu tendance à trouver qu'Atlantis était peut-être moins filaire, ou SG1, tu sentais que vraiment, sur 20 épisodes, tu pouvais en avoir 14-15 avec toujours une histoire différente. Avec, tu sais, un fil rouge qui était toujours là, etc. Avec les Goa'uld, les réplicateurs, les Ori, etc. C'est pareil avec Atlantis, on a toujours un peu de temps en temps des nouvelles des races. Mais je trouvais ça peut-être un moins brin filaire, tu vois. Peut-être un petit peu plus dans une volonté de continuité. Même si t'as raison, elles sont proposées de la même manière, hein, c'est le même socle. Sur SG1, c'était le cas surtout sur les premières séries. Les premières saisons jusqu'à saison 4, je crois. Ouais, Aussi, quelque chose de très répétitif, tu veux dire, au final. Là où C'est ça, il y c'était a quelque chose un qui... jour un épisode où tu peux les voir dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de vrai fil rouge. Enfin, ils cherchent de la technologie pour vaincre les Goa'uld, mais hormis le premier et le dernier épisode de chaque saison, où il se passe un truc entre les deux, tu peux voir les épisodes dans n'importe quel sens. Il n'y a pas d'importance sur l'histoire. Je dirais que ça arrive vraiment à partir de la saison... peut-être même fin de saison 5 avec l'arrivée d'Anubis, vu que Anubis va rester quand même pendant 3-4 saisons, et puis après l'arrivée des Ori, où justement il faut comprendre vraiment tout ce qui se passe autour des Ori pour ne pas être perdu. C'est vraiment là que ça se suit. Est-ce que vous avez l'impression, vous, parce que c'est quelque chose qui a quand même été pas mal reproché, que dans Atlantis, on avait quand même pas mal d'épisodes où pas mal de méchants, pas mal d'ennemis, de personnages ou de construction de personnages ou d'univers qui étaient très proches de ce qu'a fait SG1. Moi, non, je les ai jamais vus dans la même. Les réplicateurs, par exemple. Bah, ils sont étudiés différemment, hein. Je veux dire, les réplicateurs, ils ont une évolution de malade selon comment tu les retrouves dans Atlantis par rapport au début. Et encore, moi, tu vois, je trouvais que c'était plus intéressant au début. Là, du côté des réplicateurs, moi, je suis pro SG1. Je trouve que ce qu'il y avait au début sur ce côté mécanique animal, tu vois, sur quelque chose qui est pas au point carrément de se transformer en humain, etc. Mais vraiment de pur... énergie antagoniste, tu vois, animale, ça je trouvais ça hyper intéressant. Qu'ils les aient ramenés après, bon c'est vrai qu'on pourrait se dire, putain c'est con parce qu'au final ils ont repris exactement les méchants de SG1 parce que peut-être qu'ils étaient en manque de scénario, mais comme c'est repris de manière vraiment différente d'SG1, ou en tout cas du début d'SG1, je me demande si dans SG1 ils deviennent humains déjà à la fin, il me semble. Hein. Saison 6, saison 6, ouais, donc voilà, ouais, donc tu vois, ouais, encore c'est différent, mais c'est pas si différent que ça. Disons qu'Atlantis poursuit l'évolution et la continuité d'SG1, quoi. Donc, à part les réplicateurs, je trouve que sinon, non, ça a été novateur quasiment tout le temps. Après saison dans Stargate SG1, c'est quelque chose effectivement plus mécanique et ils ont évolué vers des humains mais de conception on va dire mécanique, alors que dans Atlantis c'est des nanorobots, tu vois. Donc, le Carter réplicateur, il est quand même pas mal. Non mais je crois que c'est des humains, c'est des robots à peau humaine, genre un peu comme des Terminators ou ce genre de choses, quoi. C'est des. Il y a pas Ware et Beckett, ils sont pas réplicateurs. Ça c'est dans Atlantis. Ça c'est dans Atlantis. Ça c'est dans Atlantis, ouais. Ouais, Ware et Beckett, pas Ware et Beckett, non, ils sont. Ware si. Ware elle devient. Si, hein. Voilà. Parce que mais elle se fait contrôler, puis c'est une histoire un peu. Ça, voilà. tu vois, ça c'est des petites choses moi qui m'ont pas. Si je devais donner un défaut d'Atlantis, qui a peut-être pas eu SG1, parce que je trouve que SG1 a plus ou moins bien réussi toutes ses conclusions de personnages. Atlantis, il y a des trous. Ware, je trouve que malheureusement, on va pas au bout du personnage. Ford, tu le revois un épisode à la saison 5 en flash, en mode hey, t'as pas réussi à me Vraiment sauver. 3 secondes, quoi. Ouais, donc t'apprends en fait à la fin au début de l'épisode 5 que il est mort, puisque du coup, Shepard il le voit en mode vous avez pas réussi à me sauver.
on le revoit jamais. Tu sais, je trouve que t'as peut-être pas forcément. Tayla, je crois qu'elle devient enceinte d'un mec qu'on ne voit jamais et qui meurt Si on le d'ailleurs. voit, on le voit, en fait si c'est bon. Par contre, c'est vraiment intégré comme ça d'un coup. C'est parce que je crois qu'elle est tombée enceinte et donc forcément ils ont dû gérer tout Il ça. meurt très vite, non? Mais non, il meurt pas. Il meurt pas, mais il est enlevé par Michael. Et toute sa colonie est enlevée par Tu Michael vois, moi, aussi. franchement, cette idylle Voilà. amoureuse là, j'en ai jamais rien ressenti. Ah, Quoi. mais il y a pas Genre, d'idylle en fait. C'est juste ouais, de là, retrouver son c'est. mec et après on le voit un épisode et on le voit peut-être un épisode en saison 5 et c'est un personnage dont on se fout totalement. Tu vois, Et c'était c'est juste dommage. C'est hyper dommage. un ressort scénaristique pour aider à faire passer le fait qu'elle était enceinte et qu'il fallait faire comprendre que c'est pour ça qu'elle avait un gros ventre. Quoi. C'est juste Alors pour que ça, en fait. SG1 a jamais fait ces erreurs là, je trouve. Ils ont toujours eu une continuité où ils ont bien réussi à développer et à conclure leur personnage. Mais en plus, surtout que je crois que certains des acteurs ou actrices étaient enceintes pendant SG1. Et ça s'est jamais vu, ou en tout cas ils l'ont pas montré comme ça, ils n'ont pas eu besoin de faire quelque chose comme ça. Peut-être qu'aussi c'est pas tombé au même moment, peut-être que c'est possible aussi. Mais, euh, mais voilà. Justement, par rapport à SG1, Atlantis, mon univers, vous m'avez dit que vous n'avez pas vu, donc on va pas en parler. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui les fans, ils soient toujours là et qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent Stargate, et surtout il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont jeunes, qui regardent Stargate, 14, 15 ans. Comment vous l'expliquez ça exactement en fait? Moi, je pense que c'est une série qui est intemporelle. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, dans l'industrie actuelle, j'ai l'impression que les studios, les chaînes de télévision, etc., ont une fâcheuse tendance à confondre quelque chose, c'est-à-dire série culte et, Ouais. et j'ai envie de te dire série à tirage de cordes. Pour moi, une série culte, une série intemporelle et emblématique nécessite pas forcément 1000 spin-offs ou 162 reboots pour convaincre. En fait, comme Lost, où il y a des projets de reboot actuellement. Je pense Ouais. qu'une série culte, elle peut rester culte et demeurer intemporelle dans son entité propre, c'est-à-dire une entité à part entière avec un socle bien précis, un début, un milieu, une fin. Au revoir, messieurs, dames. C'est Donc culte. pas Walking Dead par exemple. Enfin, surtout pas Walking Dead, par exemple. Mais par contre Sons of ou ce genre de choses qui pourraient potentiellement un peu plus marcher, même si maintenant il y en a des séries à nouveaux- spin-off. Je veux dire, Stargate, effectivement, vu que c'est un univers qui se déroule en plus dans l'espace, etc., il y a mille et une possibilités possibles. Tu vois, c'est comme Star Wars, donc c'est encore autre chose. Maintenant, je pense que Stargate, aujourd'hui, c'est une série culte, indémodable, intemporelle. Les gens, nos parents, ont pu la voir à l'époque où ils ont notre âge aujourd'hui. Nous, on s'est construit avec ça pendant qu'on est gamin. C'est l'héritage qu'on transmet par le reste. C'est de la science-fiction. La science-fiction a eu au début, bah justement, avec les tout premiers Star Trek, etc., un bang énorme. Après, ça a coulé, ça a repris avec Stargate, Battlestar Galactica, etc. Ça a eu une petite chute derrière. Alors là, c'est en plein boom avec la renaissance de Star Wars, les Star Trek de J.J. Abrams, etc. Sam Esmail qui va reprendre Battlestar. T'as toujours des segments, mais la science-fiction a toujours été là dans l'histoire du cinéma de la série télé. Donc c'est évident au final que Stargate, Mais tu surtout vois, que- continue à déchaîner parce que c'est un sujet qui parle et qui parle, je pense, de plus en plus. C'est aussi de Maintenant, la SF accessible hein, par rapport à d'autres et c'est séries aussi, de SF oui, qui sont un petit oui, peu moins oui, il y a de peut-être l'humour, un il y a peu de l'action, pompeuses ou un peu voilà ce genre de choses. ouais, quoi. il y a de l'aventure, t'as un peu de tout. C'est vrai que c'est très multigenre SG1. Donc je pense que c'est pour ça. Maintenant, le fait que les fans soient encore là aujourd'hui et qui demandent, c'est parce que effectivement, je pense que là, comme je le disais, c'est une série à potentiel. C'est une série qui a peut-être pas encore exploité tout son potentiel. C'est une série dont il aurait fallu déjà que l'univers puisse exploiter tout son potentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Amazon, etc., avec tout ce qui est en train d'arriver, tu es plus au courant que moi du rachat de la EGM et tout, on est en droit de se dire, Stargate c'était bien. Aujourd'hui, c'est un peu kitsch, un tout petit peu sur les premières saisons d'SG1 parce que tu sens qu'il n'y a pas un budget énorme. Je dis pas ça en mal, juste que le budget Non, n'était non, pas bien là. sûr. Là, aujourd'hui, on peut se dire, alors on a fait revenir Star Trek Picard, Star Trek avec la nana de Walking Dead, machin et tout. Pourquoi pas Stargate, qui est emblématique quand même au Mais si tu possible, veux savoir, si dans tu veux une savoir, affaire avec beaucoup d'argent, tu vois. après je laisserai parler Eddie là-dessus, mais dans les séries qui sont prévues, on a un retour de Firefly, une série avec Nathan Fillion qui était il y a une dizaine d'années, Babylon 5 qui devrait revenir, on a le 2001 d'Odyssée de l'espace qui est en préparation, on a potentiellement peut-être un Stargate, on a le retour de Battlestar, on a le retour de beaucoup de séries de SF, on a Fondation sur Apple TV, on a Disney Plus qui s'occupe de Star Wars, donc du coup on est vraiment très très proche sur la science-fiction. Donc effectivement le marché de la science-fiction est en train d'exploser, ou en tout cas de réexploser peut-être, et intéresser pas mal de monde. En fait, le truc, c'est que je crois que tout le monde peut s'identifier à au moins un personnage de Stargate. Tu vois, tout le monde peut... En fait, le truc, c'est de ne pas avoir un personnage
Tu sais, comme sur les séries, je sais pas, comme sur Mandalorian, où tu suis les aventures d'un gars, même s'il y en a d'autres à côté, c'est lui le héros. Mhm. Sur une série comme Stargate, comme SG1 ou comme Atlantis, tu as une équipe, tu as plusieurs personnes et ça peut ratisser un petit peu large. Toi, tu as le mec badass, le mec aventurier, le mec blagueur, tu as la femme forte, tu vois, et en fait, ça peut parler à tout le monde. Tout le monde peut s'identifier à un des personnages et les petits ils peuvent rêver de devenir forts comme Tilk et les autres ils peuvent rêver de devenir voilà un petit peu toi un peu comme O'Neill je sais pas ou tu Mhm. vois, où les petites filles elles peuvent s'identifier À Carter à ou à Carter Tayla, ou bien sûr. exactement. Donc je pense que vraiment il y a la possibilité comme ça de s'identifier à, à une multitude de personnages. Et comme disait Val, tu vois, c'est de la science-fiction, du coup, c'est intemporel. On part sur Ouais. des autres planètes avec un univers qu'on ne connaît pas. Et ça peut très bien se passer aujourd'hui, comme ça pouvait se passer dans 20 ans, dans 30 ans. Je veux dire, Ouais. en fait, c'est le même truc que Star Wars. Quand tu regardes Star Wars des années 70, le look qu'ils avaient, bah, ils ont conservé un petit peu ce look qui fait un petit peu kitsch aussi quand tu regardes Star Wars le premier, parce que tu reconnais un petit peu l'esthétique des années 70, 80, et ils ont Mhm. réussi à remettre ça encore à l'heure actuelle, tu vois, un petit peu toujours ces dégaines Histoire qu'ils qu'on ont. reste ça reste intemporel, quoi. Et ça reste quand même intemporel parce que ça se passe pas sur notre monde à nous. Maintenant, tu fais la même chose avec un truc qui se passe sur Terre, bah, tout de suite c'est marqué, tout de suite c'est marqué par le temps. Tu vois, des séries comme les trucs qui se passaient, tu vois, je sais pas moi, Starsky Hutch ou des grosses séries cultes Ouais. des années 80. Magnum, Bah, ce genre de choses. Ouais. tu vois, c'est marqué par son temps, c'est marqué par son époque, parce qu'il y a une empreinte temporelle, que ce soit vestimentaire ou architecturale Mhm. les villes, tout ça, tout a changé. Que là, ça se passe sur une autre planète, ça peut être tout ailleurs, donc ça peut se passer n'importe quand. Donc voilà, je pense que ça y joue aussi. Ouais, puis Je suis. je pense Ouais. que Stargate, l'avantage, c'est. Enfin, il y a du potentiel, mais tu vois, c'est pour rebondir sur Star Wars et sur d'autres, c'est aujourd'hui, on est dans une époque, malheureusement, où il y a une grosse différence entre reprendre et créer. Oui, Regarde ce qui se fait avec Star Wars. On n'est jamais sorti de la saga Skywalker. On va pas, ouais, pas directement d'Alorian parce que lui qu'il est là. On n'a jamais osé exploiter plus de 10% des des possibilités. 30% voilà, qui ont été faits dans les romans, les comics, les trucs et tout. L'Ancienne République, la Nouvelle République, toutes ces choses-là. On a exploité qu'un Ouais, c'est vrai. infinitésimal filon, Non, tu ils osent vois. pas, ils osent pas. Et toutes les séries que tu disais, 2001, Babylone, machin, c'est vrai qu'on reprend. De temps en temps, on en crée des nouvelles. Et c'est là, tu vois, où justement, je me dis, alors c'est cool pour tous les fans de Stargate, tu vois, de reprendre et puis de refaire quelque chose de Stargate, parce que là, peut-être qu'effectivement, on pourra créer du nouveau, tu vois, dans de l'ancien, faire du neuf. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, qu'on reprend. On reprend. Et on ne crée plus, tu vois. Il n'y a plus de concepts originaux, il n'y a plus de choses hyper Mais emblématiques. je En te fait, conseille la série The Expanse, hein, vraiment, encore une fois. Regarde, mec, The Expanse, parce que ah mais il y en a, c'est mais vraiment évidemment il y incroyable. en a. Hein, je veux dire, même dans l'univers un peu plus traditionnel, on a fait Bien des sûr. Mister Robot il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, non, Je mais veux des dire, en séries, fait, bien sûr. t'as des séries dans ce genre qui sont énormes. Oui, on est soit dans l'adaptation, soit le fait de reprendre quelque chose, quoi. Soit en comics, C'est ça, ouais. soit en livre ou quelque chose comme ça. Il y a pas de. On adapte du Marvel, du DC, d'autres comics, etc. Des formats comme ça, on reprend, on fait beaucoup de Star Wars, on fait des suites, des reboots, des. Regarde Arthur Malédiction, je veux dire, on reprend. Oui, oui. Pourtant, l'idée sur le papier est Pas pas mauvaise, hein. dégueulasse, Sur le papier, ouais. mais mais tu vois, c'est là, on va carrément chercher Arthur et les Minimoy pour en faire un film d'horreur sur les lieux de tournage. Où est la place de la création, tu vois? Et là, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous pensez que Stargate est un temple aujourd'hui qui va permettre peut-être de créer quelque chose? Alors, justement, ça suit ma question, mais du coup, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça, justement, je voulais conclure sur celle-ci. Stargate est-elle plus intéressante si on en fait un reboot ou si on en fait une quatrième série, mais qui aura pour le coup, qui devra faire avec, qui devra, on va dire, continuer un lore qui a été exploré depuis 30 ans maintenant, et qui malheureusement ne pourra plus vraiment développer énormément de choses,
parce que bah, le lore a déjà pas mal été exploré. La Terre, on la connaît, les vaisseaux, on les connaît, l'exploration de la galaxie, enfin, il y a les Goa'uld, il y a ce genre de choses, il y a eu les Ori, il y a eu un tel. On peut pas revenir sur les Goa'uld, on peut pas revenir sur les Ori, on est obligé de créer quelque chose d'autre, mais il faudrait l'expliquer exactement bien comme il faut. Est-ce que aujourd'hui, un reboot de Stargate ne serait pas la solution la plus créative, même si le public, lui, le public qui aime les séries Stargate SG1, Atlantis ou même Univers, ne serait pas forcément satisfait par rapport à ce qu'il aimerait revoir. Le fan n'a pas toujours raison. Mais il n'a pas souvent tort. Oh putain, le mec il te lâche des punchlines, c'est genre drop the mic, Non, mais là, on termine tout, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le problème de suivre l'avis des fans. L'avis des fans entre ce qu'ils veulent et ce qui est possible de faire, souvent c'est hyper compliqué. De trop écouter les fans, c'est pas bon, mais de pas les écouter, c'est pas bon non plus. Éviter de faire pour faire plaisir aux fans. Mhm. Je pense que voilà, je pense que tous les deux vous êtes des grands déçus de attention à Jurassic ce que tu vas World, dire. Voilà. de Jurassic World. Oui. J'espérais qu'il en arrive pas là. Ah merde. Non, mais, Il en a parlé. Du coup, il y a aussi énormément de fans de Star Wars qui ont été déçus par la post-logie. Ouais, la post-logie. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que je crois que les studios maintenant, ils essayent de faire plaisir aux fans en faisant du fan service, tu sais, comme ça a été le cas dernièrement. Là, en ce moment, on est quand même on est un peu asphyxié par le fan service, que ce soit avec Spider-Man No Way Home, que ce soit avec avec tous les films qui sont sortis, qui surfent un petit peu sur cette vague-là. Pour moi, Ghostbusters, Afterlife sort un petit peu du lot par rapport au fan service, mais il y est quand même aussi dedans. Le truc, c'est qu'on essaye de faire plaisir aux fans parce qu'on sait ce qu'ils veulent voir, et derrière, on s'empêche aussi d'être créatif. Je pense que les studios, tout ça, ils devraient essayer de réfléchir à comment conserver tout ce qui a été créé. Tu sais, ils le font avec les comics. Hein. Dans les comics, ils arrivent à le faire. Moi, je sais que je prends ça en exemple. C'est le Spider-Man de Straczynski. Le mec, quand il a scénarisé son truc, il est reparti du point de départ de ce qu'avaient créé tous les autres, et il a recréé quelque chose de nouveau à partir de ce qui avait été fait, et c'est incroyable. Et je pense qu'il y a moyen de faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas froisser les fans en conservant ce qui a fait ce qui a construit l'univers qui les a séduits au départ, mais il faut aussi derrière se permettre un petit peu des libertés et de créer pour apporter quelque chose de mieux, ou quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qu'a fait par exemple Star Trek avec J.J. Abrams, pour pas froisser les fans, c'est-à-dire on va dire en changeant un petit peu le scénario et en voulant proposer quelque chose de totalement différent. Il a décidé en fait pas de redcon tout ce qui s'était passé, mais de dire ah mais en fait il y a eu un truc de voyage dans le temps au début et en fait c'est une autre réalité, une autre timeline. La timeline précédente existe toujours. Je sais pas si vous avez vu Star Trek le premier, je crois, de J.J. Abrams. Bah du coup c'est ce qui se passe en fait. Du coup on permet aux fans de l'ancienne époque d'être toujours satisfaits parce qu'on n'a pas touché à leur série, on n'a pas craché dessus, on n'a pas changé leur idéologie ou ce que ça voulait, et on a proposé quelque chose de différent, et les nouveaux fans ça les intéresse tout en appréciant toujours le passé, mais les anciens fans s'ils veulent pas suivre, ils suivent pas. Et je pense que pour Stargate actuellement c'est ce qui est le plus propice, le plus possible aussi. Moi je pense que le plus dur avec une série culte, parce qu'en fait là on part pas sur une... Le problème c'est que là tu vois, on part sur une série où 90% des fans c'est des anciens. C'est des gens qui ont été là sur SG1. C'est-à-dire que là il va falloir créer pour proposer du neuf, mais en même temps ne pas perdre l'âme qui faisait que les anciens étaient là. Parce que si tu perds les anciens, tu te retrouves avec putain, on espère que ça va marcher avec les autres comme n'importe quelle série. Il faut le chercher au niveau public et garder l'ancien. Ouais, voilà, mais c'est hyper compliqué. Là, au moins, tu pars déjà avec un socle, mais alors il faut garder l'âme, donc c'est pas forcément plus simple. Moi, je terminerai juste en disant que pour moi, Stargate, un reboot, ça sert à rien. Alors déjà, je suis contre les reboots déjà de base. Donc là, sur un reboot, pourquoi réécrire l'histoire d'O'Neill alors que personne sera au niveau de Richard Dean Anderson? Laissons-le où il est, tu vois, ça sert à rien. Maintenant, faire une autre série, oui. Et je vais juste citer, allez,
je vais citer même pas, je vais citer deux gonzes, parce que je pense deux films et une série de films qui pour moi peuvent matcher. On a des univers qui sont solides, qui sont bâtis, qui sont établis, qui ont été comics, séries, machin, télévision, etc. Où à un moment donné, tu as un réalisateur, là il faudrait que ce soit un showrunner ou quelque chose, qui renavigue un petit peu ça pour garder l'âme de ceux qui étaient là depuis le début, mais en même temps proposer quelque chose de complètement nouveau qu'à à un nombre inimaginable de personnes. Matt Reeves, The Batman, La planète des singes et Joker. Et là, on reste dans un univers de comics. Si Stargate arrive à faire justement cette jonction entre proposer quelque chose de nouveau, aller au-delà et même au contraire du blockbuster, de ces trucs, des machins, et de rentrer dans quelque chose d'intimiste, mais en même temps d'hyper élégant, avec un mec qui écrit bien une patte artistique, et en même temps avoir toujours l'âme et l'identité Stargate, là pour moi une 4e série Stargate ce sera intéressant. Pas en reboot ou quoi, mais vraiment dans quelque chose qui pourra être dans de la... Comment dire ça, dans un refaçonnage de culte, si tu veux. Le culte, on l'a déjà, mais on le refaçonne pour que il soit novateur. Complètement. Faire un truc comme ce qu'ils ont fait avec Cobra Kai. Tu sais, reprendre ce qui a été fait en fait dans Karate Kid et t'offrir un autre point de vue en changeant de personnage, en partant tu sais d'ailleurs, tu pourrais partir sur une série où tu prendrais voilà, ça fait 20 ans, 25 ans, tu laisses le temps qui s'est écoulé et tu reprends à partir d'un autre peuple ou d'un autre truc et voir eux leur vision, comment qu'ils ont vécu le truc et les faire interagir ensemble, tu sais, peut-être même pourquoi pas, tu vois, je sais pas moi, tu prends les Goa'uld et tu dis qu'en fin de compte, de leur point de vue à eux, c'est eux qui avaient raison, c'était eux les gentils et c'est SG1 qui sont venus leur casser les burnes et tu sais, il pourrait y avoir un truc intéressant à faire. Mais tu peux essayer de gérer comme dans Mayans, c'est-à-dire qu'en fait tu fais un truc sur une autre planète et de temps en temps tu as le SGC qui arrive. Exactement. Et là tu te dis ah putain la vache, et en fait tu vois des yeux d'une nouvelle planète le SG1 pourrait faire en arrivant, tu vois. Pour conclure, en plus le truc c'est que Amazon là, leur nouveau plan, c'est ils s'inspirent énormément ou en tout cas ils regardent énormément ce que fait Disney, et leur truc ce serait de faire potentiellement un film comme ça pour l'instant, un film pour prendre la température, voir ce qui marche auprès du public et via ce film, sortir des spin-offs correspondant justement aux personnages ou aux thématiques qui plaisent au public. Et il pourrait y avoir plusieurs spin-offs, par exemple plusieurs séries Stargate par an. Un peu comme Mandalorian, comme Boba Fett, comme Obi-Wan, comme ce que tu veux, ou comme le MCU tout court, quoi. Après, alors je sais pas si c'est peut-être un peu trop tiré sur la corde aussi. Je sais pas si mais c'est dit dans la fait, série. Ils veulent créer un univers partagé en fait. Ouais, bah justement, tu vois, je sais pas s'ils le disent sur la fin des séries et des films, parce qu'il y a eu 2 téléfilms aussi. Ouais. A priori, on ne sait pas exactement comment ça peut se passer, mais je suis convaincu que par une pirouette, dans les 10 prochaines années, on a une série sur le fils de O'Neill, par exemple. Si ça revient bien en termes de film ou quoi, ils vont te sortir qu'il a eu un gosse, et puis ils vont avoir une série où lui, il aura repris le rôle de SG1, ou un truc comme ça, où tu vois, genre, il est dans SG7, SG8, et puis ça va être une mini-série où lui, il gravit l'échelon du SGC, tu vois. Ouais. Un truc comme ça, où là, pour le coup, tu vois, moi... De l'académie jusqu'à... Moi, je trouverais pas que ce serait inintéressant, tu vois, de suivre le rôle du fils O'Neill, par exemple, de ses débuts dans l'académie, un petit peu comme Top Gun 2, là, avec le fils de Goose, tu vois, et puis tu continues comme ça, et le mec, il gravit les échelons du SGC, en même temps, on découvre qu'il y a une nouvelle menace, etc. T'as un petit peu de fanservice, mais justement, là, comme t'en as pas mal, il faut que derrière, t'aies que des trucs nouveaux, quoi. Nouvelle ambiance, nouvelle identité, nouvelles créatures, nouveaux méchants. Nouvelle technologie, nouveau tout. Mais avec une Top Gun 2, moi c'est vrai que Ghostbusters, j'étais d'accord avec Eddie parce que moi je trouve que Ghostbusters le nouveau est très bien. Et la jonction entre nouveau et ancien est vachement bonne. Là tu regardes en fait un truc comme comment ça s'appelle comme Top Gun 2, c'est une claque dans les suites. Je veux dire, on a rarement fait une suite aussi intelligente. Bien sûr. Mais alors, je voulais juste terminer sur un petit truc, c'est parce que tu en as parlé, vous en avez parlé au début du truc. Les premières saisons, même toutes les saisons de SG1, Atlantis et Universe, un épisode, c'était entre 750 000 $, 700 000 $ et 1,1 million. Et les dernières saisons, c'était plutôt de l'ordre de 800 000 $ par épisode. Là, avec Amazon, il serait parti sur, au lieu de 24 épisodes, faire 12 épisodes.
et potentiellement 12 épisodes à 10 millions de dollars, entre 10 et 15. 10 millions Donc, de, alors, 10 millions de dollars par c'est 10 fois épisode. plus. Pour te dire qu'aujourd'hui, Walking Dead, alors ils font 172 000 épisodes par saison, mais eux, ils étaient à, par épisode, 1 250 000. Voilà. 1 250 000 et 2 millions, ce qui veut dire que le budget était loin d'être extraordinaire. Ils font beaucoup plus d'épisodes, ils font 16 ou 18 épisodes, ou je sais plus combien d'épisodes par saison. Ouais, quoi. mais ce que je veux te dire, c'est qu'à mon avis, à l'époque de SG1, t'avais 1 million par épisode sur 24 épisodes, c'était déjà pas si mal. Ouais. Ça te faisait un exactement. budget à 25 millions de dollars la saison. Tu vois, il faut remettre le contexte du dollar à l'époque, fin des années 90. C'était quand même plutôt, voilà, c'était quand même plutôt sympa, mais rien à voir C'était avec ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous voulez conclure sur un dernier truc, les gars, ou pas? Ce que vous voulez, hein. Et bah t'es beau. Eddie, tu veux dire un dernier truc Parlez à aussi Eddie par contre, mais enfin. Ah, merde. Je me sentais quand même. Moi, je vais dire We Want Stargate. Putain, c'est beau, merci. Ah, c'était ça qu'il fallait dire. Ouais. Hashtag, non, mais tu peux pas obligé de le dire, tu peux dire ce que tu veux. Tweeter, c'est important, c'est collatéral. Tweeter, il faut tweeter. We Want Stargate. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Serial Vlogger et de Valwartwork en dessous dans la description. Salut à tous, bye bye. Salut. Ciao.